Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Bienvenue à cette session. Donc, je sais qu'on est la fin d'après-midi du deuxième jour, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions, puisque du coup, vous aurez le temps de les poser. Vous avez devant vous du coup un panel composé exclusivement de BPI France. Nous appartenons toutes les trois à la direction de l'innovation. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu quel est ce levier d'innovation, de coopération R&D à l'international pour les entreprises industrielles et ce que cela peut apporter comme effet positif pour votre entreprise. Nous sommes toutes les trois sur des créneaux différents. Et donc l'idée, c'est que vous avez ici Daniela Onofri, qui va être plutôt sur les programmes de la Commission européenne et sur l'accompagnement vers ces programmes-là. Jeanne Andrade, qui va être plutôt sur le programme Eurostars, donc l'un des programmes Eureka, on va vous en dire un mot. Et puis sur toute la zone Asie, si vous avez des questions sur cette zone géographique. Et enfin, moi-même qui suis sur les autres géographies, notamment l'Amérique du Nord et l'Europe, sur plusieurs autres programmes. Donc l'idée, c'est vraiment, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser des questions. On va essayer de voir ensemble, du coup, quel est l'intérêt de cette innovation collaborative pour vous et pour votre croissance internationale. Bonjour, mesdames. Alors tout d'abord, l'innovation. Pourquoi nous parler d'innovation aujourd'hui? Évidemment, parce que l'innovation est le nerf de la guerre lorsqu'on parle d'industrie, parce que pour rester à la pointe de l'industrie, il faut rester à la pointe de l'innovation. Parce que l'innovation, ça va être la possibilité de prévoir des habitudes futures, ça va être la possibilité d'embrasser tous les objectifs liés aux transitions, qu'elles soient numériques, écologiques. Et finalement, c'est rester à la pointe, se démarquer, prendre des parts de marché au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc on vient aujourd'hui vous parler d'innovation sur ces leviers-là et comprendre un petit peu comment nous, sur ce volet justement international, on peut mêler innovation, industrie et croissance. Parce que l'innovation, c'est beaucoup d'investissements. Ce sont des risques à prendre. C'est un retour sur investissement qui est plus incertain que d'autres choses. Et donc aujourd'hui, on va voir ce qui peut exister pour vous accompagner là-dessus et en plus à l'international. Et peut-être pour commencer, Jeanne, qu'est-ce que l'innovation collaborative internationale et quel est l'intérêt pour les entreprises? Alors merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que l'innovation collaborative? C'est un mot que vous connaissez peut-être sous l'expression innovation ouverte, qu'on entend souvent pour parler en fait de ces projets que font les grandes entreprises avec des plus petites entreprises. L'idée concrètement, c'est qu'on va parler d'innovation collaborative pour des projets de R&D qui sont construits ou plutôt co-construits par plusieurs entreprises, plusieurs partenaires. Donc ça va être par exemple une entreprise qui va apporter une brique technologique, qui a besoin d'un bêta-testeur par exemple et qui va faire appel à un autre partenaire qui va lui aussi en fait apporter sa pierre à l'édifice et les deux ensemble vont donc co-construire un nouveau produit, un nouveau procédé. Et nous, on va se focaliser aujourd'hui plus particulièrement sur l'innovation collaborative internationale, c'est-à-dire donc tous ces projets de R&D pour lesquels on va accompagner des entreprises françaises qui travaillent avec des entreprises étrangères. Quel est l'intérêt, comme demandait Nolwenn? Alors, ça peut être multiple. On a des entreprises qui viennent nous voir parce qu'elles veulent s'implanter sur un nouveau marché. Simplement, ce sont des marchés pour lesquels il peut y avoir des barrières à l'entrée extrêmement importantes. Donc, comme disait Nolwenn, je travaille beaucoup avec l'Asie. La Corée du Sud, par exemple, c'est un pays qui n'a pas Google, qui n'utilise pas Google, qui n'utilise pas Google Maps, qui n'utilise pas Apple Pay, qui a vraiment des spécificités nationales extrêmement marquées. Et quand on est une entreprise française, une entreprise industrielle française qui veut aller s'implanter en Corée, eh bien, en réalité, c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas tellement de plus-value en tant que Frenchie qui débarque sur le marché coréen. En revanche, une entreprise française qui vient avec un procédé ou un produit co-construit avec une entreprise coréenne et qui va donc apporter une vraie coloration nationale, là, ça parle à l'écosystème, ça permet de profiter du réseau de son partenaire et ça permet de s'insérer beaucoup plus progressivement sur ce marché. Donc c'est une forme de brique amont de l'export qui peut tout à fait évidemment découler ensuite sur une véritable stratégie de croissance à l'international, mais voilà, qui permet de le faire de manière un peu plus incrémentale, si on peut dire. Donc ça, c'est le premier cas de figure, utiliser l'innovation collaborative pour aller à l'étranger. Et puis un autre cas de figure, c'est tout simplement pour des entreprises qui souhaitent monter en compétences, c'est-à-dire qu'elles ont un produit qu'elles souhaitent améliorer
Et il se trouve que le meilleur fabricant, le meilleur innovateur dans leur domaine, eh ben, ce n'est pas un Français. Et donc, au lieu de travailler avec une entreprise française, elles vont chercher à travailler avec le spécialiste de leur domaine. Ça peut être quelqu'un qui va se situer au Canada, ça peut être quelqu'un à Singapour, ça peut être quelqu'un en Afrique du Sud. Et là encore, à nous de vous accompagner vers ces différentes modalités de collaboration et comment on peut vous aider à façonner ces projets de la meilleure manière. Voilà, je pense que j'en dis pas plus. Donc, 3 intérêts, tu en as cité 2. L'un, R&D, évidemment, si vous cherchez ce spécialiste et qu'il se trouve ailleurs qu'en France. Deuxièmement, l'ouverture marché, la possibilité de bénéficier de cette coloration locale et du réseau et de la connaissance marché de ce partenaire pour ensuite se développer à l'international. 3, le financement quand même. Donc on va vous parler du financement après, puisque l'idée, je disais, des risques, lorsqu'on parle de stratégie de transition écologique numérique, c'est beaucoup d'investissement pour les entreprises et c'est aussi là que finalement l'action d'acteurs publics tels que BPI France ou que la Commission européenne peut partager le risque et peut partager les coûts pour réaliser ces transitions. Donc on reviendra sur le financement ensuite. Et peut-être, Daniela, lorsqu'on parle justement des programmes de la Commission européenne, d'Horizon Europe, des programmes que l'on gère à l'international, Eureka, on entend beaucoup innovation rimée avec start-up, avec deep tech. Est-ce que c'est la seule cible de ces programmes-là? Bonjour. Non, pas du tout. Effectivement, il y a un panorama énorme de financement. On parle beaucoup d'Horizon Europe, qui c'est bien évidemment le plus grand programme de financement de la recherche, pour la recherche et le développement. Mais il y a aussi plein d'autres programmes où justement la start-up n'est pas que la seule cible. Horizon Europe ou tous les autres programmes, on parle de LIFE pour l'environnement ou de Digital Europe pour toute la transition numérique, on parle de culture, on parle de tout type de thématiques. Là, justement, l'innovation est portée par tout type d'acteurs. Ça peut être, c'est surtout porté par des PME, c'est porté par l'alliance d'industriels, on parle de PIEC, on parle vraiment de coopération et de collaboration, justement parce que c'est la seule façon d'arriver à répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Et surtout, la Commission européenne ne va pas regarder exactement la taille de la structure, mais va regarder la solidité et surtout la performance de l'innovation. Donc c'est là qu'il faut vraiment se focaliser et se dire, est-ce que mon innovation elle est importante, est-ce qu'elle répond à un enjeu, est-ce que justement il y a un risque auquel je peux faire face, et dans ce cas, de combien j'en ai besoin pour avancer et apporter une réponse. Et c'est là que la position veut justement que l'Europe se positionne pour sa primauté industrielle, pour sa souveraineté. Oui, alors peut-être pour compléter effectivement un peu, là, bon, le CIDO, c'est un salon qui est très porté industrie. On a évidemment des gros acteurs qui ne se reconnaissent pas forcément dans tout cet écosystème start-up, etc. Et même nous, en tant que BPI France, c'est vrai qu'on est souvent connus pour financer des start-up, etc. Et puis en réalité, tous ces types d'entreprises-là sont extrêmement intéressants et ont tout intérêt à innover aussi, notamment dans la sphère internationale. Daniela parlait des programmes qui sont financés par la Commission européenne, où il y a effectivement une attention portée à ces grands acteurs, justement parce que ils sont essentiels en fait à bâtir vraiment une compétitivité européenne qui se renforce et qui nous permet de rivaliser avec les autres géants mondiaux. Et puis il y a des programmes également qui sont financés là par BPI France, où on va lancer des appels à projets en fait qui vont être bilatéraux ou multilatéraux. Par exemple, on va lancer un appel à projet France-Allemagne sur l'industrie, on va lancer un appel à projet France-Canada. Ça peut être des appels à projets qui sont mondiaux également, donc avec vraiment une quarantaine de pays qui cette fois vont participer. Et là encore, dans ces appels, vous allez avoir certains qui sont très tournés PME, d'autres on va accepter et financer, donc également c'est quand même le nerf de la guerre, des entreprises de taille intermédiaire, en général dans une limite de 2000 salariés. Et puis après, vous avez encore d'autres programmes, notamment les programmes qui s'appellent les clusters, qui sont cette fois des programmes thématiques et qui là vont vraiment pousser à la coopération avec les grandes entreprises, parce qu'en fait les deux ne sont pas du tout incompatibles. Le fait de travailler avec des plus petites entreprises et puis des grandes entreprises et puis des académiques
des instituts de recherche, etc. Tout cela est très complémentaire et c'est vraiment ce qui est encouragé pour bâtir les champions de demain et replacer la France et l'Europe sur la carte de l'innovation au niveau mondial. Donc, si je résume, on a à la fois la possibilité d'accompagner tout type de profils, que ce soit des startups, des PME, des ETI, des grands comptes qui peuvent participer mais qui ne sont pas toujours financés, mais encore, certains on peut financer, donc tout type, du moment qu'il y a de l'innovation. Et on sait à quel point l'innovation, c'est vrai qu'on parle, c'est très médiatique et c'est très trendy de parler des startups, des licornes, des French Tech 120, mais en attendant, la grande majorité de l'innovation sort des industriels qui innovent en interne pour rester à la pointe de la technologie. Donc tout profil, mais également tout projet. Donc, puisque ce que tu disais en un mot, hein, c'est vraiment qu'on va avoir des programmes qui vont permettre d'accompagner à la fois des projets sur plein de pays différents, sur plusieurs pays ou seulement en bilatéral, et puis avec tout type d'acteurs en face. Tu mentionnais des corporates, tu mentionnais des partenaires académiques, et l'idée c'est qu'à chaque fois on puisse adapter en fonction des partenaires que les entreprises ont en tête, ou en même temps qu'on puisse vous présenter. Mais justement, avec tous ces profils, tous ces programmes, à quel moment on décide d'y aller et comment on fait pour choisir le bon guichet, Daniela? Oui, alors effectivement, il y a Horizon Europe, c'est un programme vraiment énorme et au-delà d'Horizon Europe, il y a encore d'autres dispositifs. La réponse à quand, c'est le plus tôt possible. Ça, c'est pas difficile. Justement, une chose au-delà de la commission des financements européens qui peuvent financer tout type d'acteurs, c'est comme disait Nolwenn, c'est vraiment tout type de projet. Donc Horizon Europe, il regarde de l'idée au marché et il y a pour chaque étape de développement d'un projet plusieurs dispositifs possibles. Des dispositifs qui vraiment vont développer de l'idée à la nouvelle technologie de rupture au développement d'un prototype, jusqu'à vraiment à la commercialisation. Et on a à ce point aussi différents budgets. Donc quel budget, quel type de programme, ça, on a justement plusieurs outils. Le pays, par exemple, est membre d'un réseau de la Commission européenne qui s'appelle Enterprise Europe Network. Et ce réseau, justement, est là pour accompagner tout type d'acteurs, surtout les PME, à s'innover, à s'internationaliser, à se faire financer, à faire face aux enjeux du marché unique. Donc c'est là justement que vous pouvez contacter ce réseau pour comprendre, s'informer, se sensibiliser et comprendre par rapport à votre niveau de maturité quel est le dispositif le plus pertinent, parce que c'est là aussi la complexité. Et la valeur ajoutée du réseau, c'est surtout du moment où on a identifié le dispositif, trouver le bon partenaire. Et c'est là que le réseau peut vous aider à faire face à cette difficulté, parce que bien évidemment, les programmes européens vont vous demander de collaborer avec 2 ou 3 États membres. Et c'est là que justement le réseau, qui est partout en Europe et dans le monde, peut justement agir pour trouver la bonne expertise, le bon partenaire dans le bon pays, ou le pays le plus pertinent pour votre projet. Et même, on a justement le réseau des points de contact nationaux qui sont aussi là pour vous aider à identifier les appels à projets, éventuellement trouver des partenaires. Et une fois que justement vous avez trouvé le partenaire, l'étape suivante, c'est rédiger votre dossier. Et parfois pour les PME, c'est difficile parce qu'il y a plein d'activités à amener, il y a vraiment tout le projet encore à continuer. Donc c'est difficile de prendre du temps pour rédiger un dossier, qui parfois c'est pas simple. Et on peut faire appel justement, et c'est vraiment fortement conseillé, de faire appel à des cabinets. Et c'est là aussi qu'il y a des dispositifs à disposition pour vous aider à faire appel à un expert qui connaît le programme, connaît le cahier des charges, savent comment répondre aux questions de la Commission européenne. Et BPI peut prendre justement pour vous aider à faire face aux coûts de rédaction à travers un dispositif qui s'appelle le DIAG PTI, Partenariat technologique international, pour vraiment prendre en charge le 50% des frais d'expertise qui vous sont apportés par un cabinet externe. Donc, et au-delà de ça, justement, l'accompagnement va encore continuer parce qu'une fois que vous avez rédigé votre dossier,
c'est très intéressant aussi d'avoir un avis externe, donc quelqu'un qui ne vous connaisse pas, qui ne connaît pas votre projet, comme la plupart des évaluateurs qui vont relire votre proposition. Ils peuvent vous dire si certains aspects sont clairs, s'ils répondent justement exactement au cahier des charges. Donc on va relire avec vous le dossier pour vraiment vous accompagner jusqu'à la fin, jusqu'au dépôt. Et même une fois que le projet est déposé et on croise les doigts que ce soit sélectionné, il y a toutes les étapes de grant agreement, de consortium agreement, où justement aussi on peut vous aider à faire face à tous les aspects un peu de la jurisprudence législative, de la propriété intellectuelle. Donc il y a toutes les étapes dans lesquelles on essaye justement avec le réseau EN de vous accompagner. Mais le plus tôt possible, ajoutait-elle. Donc très bien, donc on peut avoir l'innovation collaborative internationale, intérêt R&D, intérêt business, intérêt de financement, à la fois à travers Horizon Europe, à travers des dispositifs que nous avons avec d'autres pays en bilatéral ou en multilatéral. Beaucoup de possibilités de vous accompagner dès le tout amont, avec la possibilité de vous aider, de vous diriger vers les bons guichets, de vous accompagner dans la structuration du dossier, dans l'écriture du dossier à travers différents dispositifs, dans la relecture. Mais même si on est accompagné, qu'on a toutes ces informations, tu as parlé de consortium agreement, ça veut dire en termes de propriété intellectuelle, en termes finalement de risques liés au collaboratif, à l'international, à l'innovation. Est-ce que c'est pas un peu risqué et comment est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment dérisquer au maximum dès le départ ? Alors ça, je pense que la manière la plus simple de diminuer les risques, effectivement, à faire un projet collaboratif international. On a cité les intérêts, les avantages au début de cette session. Maintenant, ça veut aussi dire partager sa R&D avec un partenaire qui ne se situe pas dans le même pays, qui n'a pas forcément la même culture, qui n'a pas forcément la même législation. Évidemment, la propriété intellectuelle, c'est ce qui revient le plus, mais il va aussi y avoir tout ce qui concerne le futur de la collaboration, c'est-à-dire, OK, on a fait un projet de R&D, ça a duré 3 ans, 5 ans, et maintenant, qui commercialise, qui a les droits, voilà, donc toutes ces questions-là, elles sont évidemment essentielles. Donc je pense que la meilleure manière de dérisquer ce type de partenariat, c'est de s'adresser aux gens qui ont cette compétence de vous accompagner. Pour BPI France, ça sera notre équipe. C'est vraiment notre métier d'accompagner les entreprises françaises sur ce type de projet et de les accompagner du début à la fin en essayant évidemment de faire en sorte qu'elles réussissent d'une part à gagner ces appels à projets qui sont quand même pour certains très compétitifs et donc pour lesquels vous allez avoir besoin d'un accompagnement, de conseils, de personnes qui ont vu l'envers du décor et qui peuvent vous dire attention, en fait là, cette question très vague, le jury attend exactement ça. Donc ça, il y a évidemment cet aspect-là. Mais nous, notre but, c'est aussi, une fois que vous avez gagné, que le projet vous apporte réellement quelque chose et donc qu'il y ait un suivi et une forme d'assurance de notre part. Donc ça se traduit à la fois par l'accompagnement et puis ça se traduit tout simplement en matière de financement. Vous allez avoir en fait les projets les plus risqués, les projets pour lesquels vous avez le plus de limites pratiques, on va dire. Et ben ces projets-là, BPI France va partager le risque en quelque sorte, soit en accordant plus de subventions, parce que c'est des projets pour lesquels on estime que le marché en fait rationnellement ne peut pas financer ce type de projet, ils sont trop risqués, ils sont trop coûteux, avec des investissements qui ne sont pas du tout récupérables. Donc en fait, aucun investisseur privé n'ira mettre de l'argent, et donc c'est là où BPI France va un peu remplacer cette défaillance, donc en proposant un financement plus incitatif. Et puis ça peut être aussi par d'autres canaux de financement. Je pense à l'avance remboursable, par exemple, qui est un dispositif qui permet donc de vous accorder une sorte de prêt à taux zéro pour votre projet. Et puis si le projet échoue pour des raisons techniques, à ce moment-là, vous n'aurez pas à rembourser. Donc ça se transforme en subvention et c'est finalement BPI France qui va assumer la part de risque de ce projet. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment évoquer ces deux aspects, à la fois l'aspect financement qui est souvent le premier auquel vous pensez, et c'est tout à fait légitime, parce que quand on parle d'innovation et d'industrie, on parle en fait de projets parfois à plusieurs millions d'euros, donc évidemment que cette question du financement, elle se pose. Mais voilà, ne pas négliger non plus cette partie accompagnement, préparer son consortium, et vraiment voilà, se renseigner en amont sur tout ce qui peut mal se passer et comment minimiser ces risques-là. À savoir aussi, alors vous le voyez, on a des zones de prédilection. Ça veut aussi dire qu'on a des relais dans ces zones qui vont être par exemple l'INPI local ou qui vont être des acteurs très très focalisés qui peuvent aussi vous accompagner
pour vraiment avoir une connaissance très, très pointue des écosystèmes et donc de ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté. Et venir nous voir et discuter de votre projet au plus tôt. Pour 2 raisons. La première chose, c'est qu'on puisse vous aiguiller au plus tôt vers les bons interlocuteurs, si ça n'est pas nous, ou vers les bons guichets. Et la deuxième chose, c'est aussi que notre activité, comme le disait Jeanne, on a des zones de prédilection, mais on ne les sort pas de nulle part, ces zones de prédilection. Ce sont des zones que l'on décide en fonction de ce que vous nous remontez. Et si vous voulez, on a des accords avec l'Allemagne parce qu'on sait que ça fonctionne bien, avec le Canada parce qu'on sait que ça fonctionne bien. Mais par exemple, le Canada n'est pas une évidence en soi. Et il y a quelques années, on n'avait pas d'appel à projet bilatéral avec le Canada. Et à force d'avoir des demandes des entreprises, on s'est engagé dans une relation avec le Canada beaucoup plus forte pour permettre de plus en plus de collaboration de tout type avec le Canada. Donc n'hésitez pas à venir nous parler de vos projets, des pays dans lesquels existent, vous avez déjà des partenaires, pour qu'on puisse, nous aussi, de notre côté, avoir ce rôle un petit peu diplomatique, mais d'aller chercher les bons acteurs pour vous accompagner de l'autre côté aussi. Et peut-être on va prendre un petit peu, donc là on vous a donné des informations très pratiques, donc vous savez à quoi ça sert, vous savez quels sont les guichets principaux, vous savez qu'il faut que vous veniez globalement nous parler une fois qu'on aura lâché le micro pour parler de votre projet. L'idée maintenant c'est peut-être de prendre un petit peu de recul. Est-ce qu'il y a des sujets principaux en industrie qui reviennent? Est-ce qu'il y a des secteurs principaux que l'on finance particulièrement ou est-ce que tout le monde a droit à son financement et à son accompagnement? Alors, je donne une ébauche de réponse, puis je laisserai Daniela compléter. Alors, en fait, tout ça va dépendre, comme je disais tout à l'heure, on a des appels à projets qui vont cibler l'industrie et d'autres pas du tout. On a dans tout le panel des appels à projets qui existent, en réalité, il y en a un certain nombre qui sont non thématiques et donc pour lesquels on ne va pas cibler un secteur en particulier. Et donc, ça nous permet aussi de voir quels sont naturellement les sujets qui remontent le plus. Alors, je dirais que sur l'industrie, évidemment, tout ce qui concerne l'industrie 4.0 est plutôt tendance, notamment avec des pays comme l'Allemagne, pour lesquels on observe qu'il y a quand même beaucoup de dynamisme sur ce type de verticale. Après, il y a un sujet qui n'est pas forcément le premier auquel on pense, mais qui est en fait tout ce qui va être le green appliqué à l'industrie. Donc, tout ce qui va concerner la transition écologique dans les procédés industriels. C'est vraiment des projets en fait qui... Bon, non seulement sont extrêmement intéressants, notamment par rapport aux priorités européennes et aux priorités françaises dans la matière, mais qui sont aussi très souvent des projets au niveau purement innovation qui sont extrêmement intéressants parce que c'est des projets justement pour lesquels les risques sont assez élevés et pour lesquels il y a vraiment un cap technologique à passer parce que c'est des technologies qui n'existent pas du tout. Donc ça, c'est vrai qu'on observe vraiment une montée en puissance, on va dire, de ce type de profil de projet et nous ça nous intéresse beaucoup et c'est évidemment des thématiques qui sont recherchées un petit peu par tous les financeurs. Je pense que moi pour ma part c'est principalement ce que j'observe. Je ne sais pas si tu veux compléter peut-être. Juste ajouter que par exemple une des thématiques qu'on retrouve pas mal aussi dans Horizon Europe, c'est la santé. Donc, toute la partie medtech, biotech ou santé numérique sont énormément financées et pas pour rien. La Commission a lancé ce qu'on appelle les missions. Et dans les missions, justement, les principaux sont focalisés sur la santé. Donc, il y a la mission cancer qui va durer pour 7 ans. Et il y a après toute la mission justement liée à l'environnement, donc la protection des océans, du sol, de l'eau, où on aura des appels pour 7 ans vraiment focalisés sur cette priorité. Donc, la santé et l'environnement, je pense que c'est vraiment les thématiques les plus financées, au moins pour Horizon Europe. Et alors, pour bien comprendre, vous citez toutes les deux le green, le climat. Si je suis une entreprise offreuse de solutions et que je souhaite travailler avec un partenaire dans un autre pays qui souhaite intégrer ma solution, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que je peux me faire financer dans ce cadre-là? Alors oui, tout à fait, bien sûr, et c'est quand même la majorité des projets qu'on regarde, hein, c'est ce type de relation-là.
Alors moi, je vais peut-être plus parler de ce qui concerne les appels vraiment financés par BPI France, puis je laisserai Daniela compléter pour l'Europe. L'idée, en fait, c'est que les profils qu'on recherche en matière de projets, quand on lance des appels à projets bilatéraux ou multilatéraux, c'est à minima 2 partenaires dans 2 pays différents, donc en fait France et un autre pays, qui vont tous les deux co-construire un projet de R&D, et donc il faut qu'il y ait de la R&D des 2 côtés. Maintenant, très souvent, on a évidemment ce qu'on appelle un leader de consortium qui va avoir la plus grande partie du projet, qui va vraiment être à la genèse en fait, de ce projet, et puis son partenaire. On a évidemment des consortiums qui comptent beaucoup plus d'acteurs. Mais voilà, alors le financement que vous pouvez obtenir, tout ça dépend des programmes. Alors on ne va pas vous faire tout l'éventail, parce qu'on est encore là à 19h, mais concrètement, vous allez avoir des projets qui sont financés en subvention. Ça va être dans le cadre d'appels type concours, comme le concours Eurostars, qui est un appel donc, qui est financé par BPI, mais qui est intergouvernemental. Donc là, on finance en subvention ce type de projet. Pour des projets plutôt bilatéraux, en général, on va être sur de l'avance remboursable ou du prêt. Là encore, ça va dépendre du type de projet, du type d'entreprise. Ça peut être un financement un peu différent. Et puis après, pour des gros projets, et notamment les projets dans lesquels on va intégrer des grandes entreprises, et donc qui sont des projets avec des assiettes de dépenses beaucoup plus élevées, on va aussi pouvoir solliciter un outil de financement qui s'appelle IDEMO, qui est un outil de BPI France, mais qu'on peut utiliser pour divers programmes de financement. Et là, on va être pareil. Alors, les conditions diffèrent un peu selon le type d'entreprise ou d'acteur, mais on est sur majoritairement de la subvention et qui peut atteindre des montants assez élevés. Donc là encore, sans trop m'étendre, je dirais que le plus simple, c'est de prendre contact le plus tôt possible avec nous pour essayer de directement cibler les programmes les plus adaptés. Pour le dire poliment, c'est un peu le bazar. Si on essaye de faire un panorama de tous ces programmes, il y en a des dizaines, et sans mentir, des dizaines. Le plus simple est donc de pas forcément y aller tout seul, la tête baissée, et plutôt de s'adresser aux personnes qui peuvent vous guider dans cet écosystème. Et voilà, ça vous fait gagner un peu de temps, et on sait que vous n'en avez pas beaucoup. Le type de financement, oui, effectivement, même avec Horizon Europe, justement, la collaboration est bien acceptée, sauf pour un dispositif que c'est un peu le seul, c'est le IC Accélérateur, où justement il y a mis sous le marché, mais même là, la collaboration est très appréciée. Mais après, pour tous les autres programmes, justement, la collaboration est nécessaire. On parle de dispositifs où il y a au moins 2 États membres à 3 États membres. Et on parle d'un budget de 15 millions. Donc, bien évidemment, on peut même avoir des consortiums qui arrivent à 20 partenaires en même temps. Ça peut justement, dans Horizon Europe, il y a des appels thématiques, mais il y a aussi des appels blanches. Donc là, on peut développer son propre projet, donc rechercher l'expertise dans le partenaire dans tous les différents pays. Ou apporter une expertise. Donc c'est aussi ça que la PME le partenaire du projet doit prendre en compte. Si justement elle a un projet qui correspond 100% à un appel à projet, donc là elle peut prendre le lead et être coordinateur, ou il peut quand même participer dans un projet parce que dans sa société il a sûrement une expertise nécessaire à d'autres coordinateurs, à d'autres projets. Donc ça aussi c'est nous sollicitant qu'il pourra valoriser. Donc, je retiens 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, si je suis un offreur de solutions et que je trouve un client, finalement, un client final dans un autre pays qui souhaite intégrer ma solution, c'est possible de se faire financer en plus, mais il faut qu'il y ait une création de valeur des 2 côtés. Donc, c'est pas je travaille tout seul, offreur de solutions, pour adapter ma solution. Il faut qu'en face, l'industriel, par exemple, augmente lui aussi, en tout cas travaille à ses machines, à ses process pour innover aussi de son côté. Et la deuxième chose que je retiens sur Horizon Europe, ce qu'on n'avait pas forcément dit, c'est que vous n'êtes pas obligé d'y aller en lead. Il y a beaucoup de programmes qui sont de grands programmes, qui sont de grands consortia et qui nécessitent d'être Sanofi ou le CNRS pour l'idée. Et donc, ça peut être intéressant comme première expérience aussi de voir quels sont les consortia qui existent, regarder comment vous pourriez vous greffer à l'intérieur sans forcément être en lead, avoir une petite assiette pour commencer, commencer à vous acculturer à ce qu'est la collaboration R&D interpays et ensuite pour aller plus loin. Et l'intérêt, c'est qu'on était aussi sur ce côté croissance internationale.
on parle beaucoup pour Horizon Europe essentiellement de financement, là, parce qu'on est plus sur le R que sur le D de R&D. On est sur des grands sujets de recherche. Pour autant, et ça, les entreprises sont unanimes, même pour celles qui n'ont pas reçu les financements, elles sont unanimes pour dire que lorsqu'on va chercher des financements européens, eh bien finalement, ça nous donne une telle visibilité, une telle aura que la croissance internationale est de facto beaucoup plus rapide, parce qu'on va avoir de la visibilité auprès de clients des pays desquels sont issus nos partenaires. On va avoir de la visibilité par rapport aux investisseurs. Et le fait de passer à l'échelle, finalement, en allant chercher ces financements, et encore une fois, même s'il n'y a pas le financement à la clé, eh bien, il y a cette visibilité et ça vous aide aussi dans cette croissance et dans cette connaissance de l'écosystème et vous faire connaître de l'écosystème international. Et si je peux compléter quand même, quelque chose qu'on n'a pas cité, c'est qu'Horizon Europe, on parle de financement. Pour rendre ça un peu attrayant, c'est des financements qui peuvent aller jusqu'à 100% de subventions, sans condition de fonds propres. Ça va, voilà, vous avez un paquet cadeau de plusieurs millions d'euros, alors pour lequel vous avez travaillé 4 mois pour monter un dossier. Mais on est quand même sur des montants qui sont vraiment énormes. Et pour lesquels on va vous demander finalement moins de garanties qu'une banque ou même que ce que BPI France peut demander en termes de financement. Donc ça, c'est des financements qui sont vraiment extrêmement intéressants et qui permettent de passer totalement un cap. Maintenant, pour aller les chercher, voilà, il faut s'accrocher, mais il ne faut pas s'autocensurer, il faut juste trouver les bons et tout miser sur cela et évidemment se faire accompagner. Super, donc je vous propose peut-être, si vous avez des questions, comme vous êtes très peu nombreux, vous pouvez nous parler de vos projets, même si vous avez déjà participé à ces projets-là, à ces programmes-là, si vous avez des idées de pays avec lesquels vous travaillez déjà ou vous souhaiteriez aller plus loin, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va vous donner, on a des cartes aussi, on va vous donner nos adresses mail, donc n'hésitez pas à nous contacter plus tard pour qu'on puisse en discuter. Et puis on vous attend du coup avec vos projets et vos prochains. On espère que vous serez les prochains European Champions. Oui. Moi j'avais une petite question sur les taux de succès par rapport à différents dispositifs que vous avez évoqués, savoir quels étaient à peu près les pourcentages par rapport à l'effort qu'il y a à fournir. Alors, je pense qu'on va commencer par Jeanne, parce qu'ils sont meilleurs que ceux de Daniela. Excellente question. Oui, non, et pour de vrai, une question très, très rationnelle. Alors, pour les programmes financés par BPI France, on a cité 2 principalement qui sont Eurostars et puis les appels bilatéraux. Les appels bilatéraux, on n'a pas réellement un taux de succès à donner dans le sens où ce ne sont pas des concours. C'est-à-dire que si tous les projets nous plaisent et sont bien montés, on peut tous les financer. Donc là, on est en fait sur des taux vraiment très très élevés. Surtout que normalement, vous nous en avez parlé avant et donc on a pu régler ensemble les éventuels ajustements. Donc on n'est pas très très loin des 100. Pour Eurostars, le taux était d'à peu près 30% jusqu'à cette année où là, on commence à tomber plutôt autour des 26%. Bon, ça reste quand même assez attrayant, ça fait presque un projet sur 3, mais c'est vrai que c'est un programme qui devient de plus en plus compétitif. La faute aux programmes à ma gauche, qui sont extrêmement compétitifs. Et donc, en fait, on a une partie du giron de candidats qui en a un peu marre de l'Europe, qui va se reporter sur Eurostars, qui est un peu plus accessible. Et donc, on a des excellents candidats qui arrivent. Forcément, le niveau monte. Et je mets fin au suspense en passant la parole à Daniela sur ces taux de succès. C'est pas si positif. Ça dépend un peu du programme et de la thématique. Par exemple, là, si on regarde un des programmes les plus sexy d'Horizon Europe, que c'est l'OIC Accélérateur, là, malgré le fait... Et bon, c'est quand même positif parce que la France, c'est le premier pays en Europe pour l'OIC Accélérateur. Par contre, le taux de réussite, ça passe entre le 6 et le 7%. Si on parle des projets collaboratifs, là aussi, ça va changer si on parle de projets coordonnés par la France. Et là, on est mal positionné. Par contre, sous le taux en tant que partenaire, on est autour du 12%, selon la thématique aussi. Parce que, par exemple, si on regarde la santé, où la France est assez ambitieuse, on parle du 12%. Mais ça veut dire que justement, même si on coordonne, mais on n'est pas 7e, on est autour de
4e pays en Europe. Donc ça veut dire que justement, on ne dépose pas beaucoup, mais nos projets sont quand même sélectionnés quand nous, on est partenaire. Donc c'est quand même un très bon positionnement. Et c'est pour ça que le travail en amont est très très important, parce que nous justement ce qu'on va essayer, parce qu'on a un peu plus de recul sur la question, parce qu'on voit passer les dossiers, c'est essayer de vous dire, et on vous le dira, si ça n'est pas le moment, c'est bon. Si ça n'est pas le moment, on vous le dira, parce que sur Horizon Europe, c'est extrêmement compétitif. C'est pas la peine de vous lancer dans un travail de plusieurs mois si, in fine, on sait que le dossier passera pas, ou que le profil est un peu jeune, ou que le projet n'est pas celui attendu. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de passer par nous, par les PCN aussi, donc les points de contact nationaux qui sont en France pour vous parler de ces programmes de l'Union européenne. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous aider à trouver ça. Et la deuxième chose, c'est que, comme le disait Daniela, il y a une préparation qui est importante. On est sur des consortia. Il faut se trouver le bon consortium. Il faut se faire sa place dans le consortium aussi. Et ce que tu disais qui est très juste, c'est que les Français n'y vont pas beaucoup. Et en fait, on est très efficient quand on regarde les résultats. C'est-à-dire qu'on y va très peu, mais quand on y va, on est vachement bon. Et donc, ce qui est dommage, et c'est pour ça qu'il y a des dispositifs tels que celui qu'on a mentionné plus tôt, le diagnostic partenariat tech international, qui ont été conçus, parce que c'est vraiment l'idée de vous subventionner pour que vous alliez chercher de la subvention. Et pour vous dire, franchement, votre projet est pas mal, trouvez un expert conseil. Nous, on en a qui sont référencés chez nous. On peut même vous aider à en trouver un bon qui est bon dans votre secteur et qui connaît le programme que vous visez. Et en fait, vous vous faites accompagner pour ce montage de consortium, pour négocier votre accord de consortium, pour écrire le dossier. Et donc, on vous paye 50% de la prestation de cet expert-là pour vous aider à aller chercher ces subventions. Donc, il faut y aller préparé, et il faut pas, enfin, on sera très cash pour vous aider à savoir si c'est le bon moment pour y aller et augmenter vos propres pourcentages de réussite au-delà des nationaux. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Eh ben, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir nous parler à la suite de ça. Merci.